Nous continuons maintenant avec la seconde partie et nous accueillons Messan Fioklou Adanglenou, directeur de publication de l'Enquêteur. Bonsoir Messan Fioklou. Bonsoir Samuel, bonsoir mes compatriotes. Un mot à dire sur ce trafic de faux médicaments, en tout cas cette saisie de 200 tonnes de faux médicaments en Côte d'Ivoire? Le problème du trafic de faux médicaments ne date pas d'aujourd'hui. Et je peux dire que ce phénomène est partout en Afrique. Et surtout que c'est quand il y a des problèmes qu'il y a des dénonciations et ce genre de saisies. Tel que le cas que nous avons connu au Bénin il y a quelques années. Oui. C'est un même système, c'est un même groupe. Et les faux médicaments rapportent beaucoup. Les Nations Unies ont beau lutter contre, mais les mêmes acteurs sont là. C'est la femme de l'autre, c'est la tante de l'autre, c'est l'oncle de l'autre qui sont des dépositaires et ils ont les concessions, par exemple des comprimés effervescents, des aspirines, tout ça, ce qui veut dire que c'est un système planifié que personne ne peut débouter. On a saisi 200 tonnes. Ce qu'on a vendu jusqu'à ce qu'on en arrive là, il faut voir les milliards qui ont coulé. Mais quand on regarde, je l'ai dit, il y a 4 suspects qui ont été interpellés, 3 Ivoiriens et 1 Chinois. Ça veut dire qu'on est quand même là dans une sorte de réseau avec la Chine. Oui, c'est toute une nébuleuse, parce qu'il y a un producteur qui produit ces faux médicaments, qui les vend à un client. Ce client a un marché sur lequel il vient de verser ses produits. Le Chinois, pourquoi il n'importe pas ses produits dans son pays? Parce que s'il choisit l'Afrique, ça veut dire qu'il est conscient qu'il pourra faire des affaires. Il y a un marché. Il sait aussi qu'il peut facilement mettre en avant la corruption pour faire importer, pour faire entrer ses produits sur le marché. Et donc, c'est toute une organisation qui est autour de ce trafic et chacun a ses intérêts. Je vous dis, quand vous remontez un peu, vous verrez des grosses pointures qui sont proches du gouvernement ivoirien aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement le cas de la Côte d'Ivoire, il y en a un peu partout dans les autres pays. Alors, ce qu'on dit, c'est que si l'État ivoirien veut vraiment combattre ce fléau, il a les moyens de le faire. Il faut juste sécuriser les frontières. Il faut contrôler tout ce qui rentre. Il faut interdire l'importation de ces faux médicaments sur le territoire ivoirien et le problème est résolu. Si l'État ivoirien ne le fait pas, ça veut dire que quelque part, il a aussi ses intérêts. Et c'est ce qui fait craindre l'Ordre national des pharmaciens ivoiriens qui, à un moment, a tapé du poing sur la table pour lancer un appel à l'endroit du gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a 1000 pharmaciens en Côte d'Ivoire. Sur toute l'étendue du territoire ivoirien, on comptabilise 1000 pharmaciens. En face, il y a 8000 vendeurs de faux médicaments. Ça veut dire que c'est un circuit qui est bien huilé. Lorsque les produits arrivent, chacun va s'en approvisionner et va directement vers son marché. Donc il faut que ces auteurs soient véritablement punis selon la rigueur de la loi pour que ça puisse servir d'exemple et que le gouvernement ivoirien comprenne que au-delà de tout, c'est la vie des Ivoiriens qui est en jeu. Ce Chinois, il sait qu'il ne peut jamais importer ses produits en Chine parce qu'en le faisant, il risque de tomber sous le coup de la loi et va subir la rigueur de la loi de ce pays. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Ces collaborateurs qui s'associent à ce commerce savent qu'il y a du profit et de l'intérêt à tirer et donc on sacrifie la vie des Ivoiriens pour de l'argent. Ça fait peur. Il y a beaucoup de complicité dans les douanes un peu partout. Oui, au fait, 200 tonnes de médicaments saisis à l'intérieur même d'Abidjan, c'est qu'il y a tout un réseau bien organisé et derrière ce trafic et au niveau même international. Donc, on dit que ces faux médicaments sont produits en Asie. Comment est-ce que ces médicaments font pour arriver jusqu'en Afrique, à l'intérieur même de nos pays, de nos capitales, en passant par en quittant l'Asie. Donc c'est toute une organisation, il faut franchir beaucoup de pays, il faut traverser beaucoup de pays avant d'arriver en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et je vous dis,
le 200 tonnes de médicaments, ce n'est pas donné, c'est tout un grand réseau qui est démantelé. Et je crois que par rapport à ce que vous avez dit, le gouvernement ivoirien a interdit l'importation des produits et des faux médicaments. C'est pour cela que il met des stratégies pour lutter contre ce trafic. Et la raison de plus, et la preuve est qu'ils ont démantelé ce réseau et arrêté les auteurs de ces faux médicaments, et je crois qu'ils seront même traduits en justice et les sanctions prévues par la loi ivoirienne les attendent. Donc je peux dire que les gouvernements font ce qu'ils peuvent pour pouvoir lutter contre ce trafic. Mais est-ce qu'il s'agit de faire ce qu'on peut? Parce que j'imagine, et je pense que David l'effleurait tantôt, si ce sont des conteneurs d'armes qui étaient arrivés au port à la moindre minute, on les aurait détectés. S'agissant de faux médicaments, comment on arrive à fermer les yeux pour que ça entre jusqu'à ce que ça fasse 200 tonnes quelque part? Oui, c'est ce que je dis, que c'est toute une organisation. Est-ce qu'on ferme vraiment les yeux? Donc, on ne peut pas nier que pour que je le disais tantôt, pour que ces médicaments puissent quitter l'Asie et atterrir en Côte d'Ivoire, c'est sûr qu'il y a des complicités à des niveaux donnés. Donc, c'est pourquoi je dis, le gouvernement fait ce qu'il peut. Car il faut maintenant intensifier ces actions de lutte contre ces faux médicaments en frappant là où il faut vraiment frapper pour qu'on puisse empêcher l'entrée de ces médicaments dans le pays. Mais ça fait plus, vous pensez qu'il y a une véritable volonté des gouvernants en Afrique de lutter contre ce fléau? Pour les faux médicaments et les autres structures, il faut noter ce qui suit. Quand on parle de production, on parle de distribution. Et quand on parle de production et de distribution, pour que la production arrive en Afrique, ça a subi un cheminement. Et quand c'est le transport maritime, il y a un document qu'on appelle le connaissement. Les Anglais disent Bill of Lading, BL. Et sur ce connaissement, on met ce que le bateau contient. Est-ce que les déclarations qui sont faites sur les connaissements sont de bonnes déclarations? À la place de faux médicaments, on met bidon de tel et tel. Si tel est le cas, quand les marchandises arrivent à quai, au port de débarquement, on ouvre les conteneurs, on voit ce qu'il y a dedans. Ceux-là qui sont au port, les douaniers comme les agents de sécurité, quand ils voient les produits dans les conteneurs, ne savent-ils pas que ce sont des faux ou pas? Si oui, l'ordre des médecins, c'est toujours plein qu'il y a des faux médicaments qui sont sur le marché. Si aujourd'hui, le gouvernement ivoirien a fait un grand pas en arrêtant 200 tonnes de faux médicaments, on peut dire que c'est un effort, mais ce n'est pas suffisant. Parce que avant que les produits ne quittent les bateaux pour les magasins, on doit savoir exactement si ce sont des faux médicaments ou pas. Parce que dans tous les pays, il y a toujours une direction des pharmacies. Il y a toujours une direction des pharmacies et les échantillons sont déposés auprès de ces pharmacies avant qu'on ne donne l'autorisation pour l'entrée de ces produits. Et ce circuit dont il est question est un circuit bien huilé. Il y a des corrompus et des corrupteurs. Ce qui veut dire que à la date d'aujourd'hui, si une telle découverte est proclamée, c'est que il y a un malaise dans la chaîne. Quelqu'un a dû trahir, bien quelqu'un est sanctionné par les hommes politiques, peut-être pour un problème politique, peut-être pour un intérêt particulier. Sinon, ce n'est pas hier et avant-hier que ce problème demeure dans le pays. Mais moi, je pense que le gouvernement ivoirien ne fait pas de la réelle volonté dans la lutte contre l'importation de ces médicaments, de ces faux médicaments. Parce qu'il ne faut pas attendre d'avoir saisi les 200 tonnes pour prendre des dispositions. Vous savez, je citais tout à l'heure le cas du Rwanda. Le Rwanda a dit « je ne veux pas de sachets plastiques sur mon territoire », il n'en a pas.
quand vous importez des sachets, vous êtes passible à des amendes, pas de petites amendes. Et donc aujourd'hui, au Rwanda, qui que vous soyez, même si vous voyagez par avion, quand vous avez des sachets dans vos valises, on vous dit depuis votre aéroport de départ que le Rwanda n'accepte pas. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas importer des sachets plastiques au Rwanda. La loi a été claire là-dessus. Il faut que la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien manifeste cette réelle volonté s'il veut vraiment protéger la vie de ses concitoyens. Aujourd'hui, si les médicaments contrefaits continuent d'être déversés sur le marché, ça veut dire que quelque part, il y a beaucoup de complicité, depuis le haut jusqu'en bas, depuis le bas jusqu'en haut, depuis le haut jusqu'en bas. On parlait tout à l'heure de production, on parlait d'importation, de marché. Oui, ça veut dire que le producteur a ses intérêts. Il sait qu'en envoyant les 200 tonnes, il ne sera pas dérangé. Lorsque les 200 tonnes arrivent, il y a ceux qui devraient se charger de contrôler le produit qui est dans le bateau, ne l'ont pas fait. Ça veut dire qu'ils doivent être sanctionnés. Il faut que le gouvernement ivoirien sanctionne tout ce circuit-là, pour servir d'exemple. Sinon, c'est la vie des Ivoiriens qui est aujourd'hui mise en jeu. Et ça casse l'économie de ce pays. On vous parle, lorsqu'on vous donne les chiffres, ça fait froid aux yeux. Lorsqu'on vous donne les chiffres, ça fait peur. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'argent pour se relancer. Il y a les prochaines échéances, il y a le développement du pays, etc. Il faut que le gouvernement ivoirien fasse de ce combat un combat quotidien pour protéger justement les Ivoiriens. Et en conclusion, les faux médicaments tuent. Oui, bien sûr, puisqu'on a parlé de 100 000 décès chaque année sur le continent. Nous passons maintenant au Ghana. Un groupe séparatiste au Ghana, le Homeland Study Group Foundation, a déclaré indépendant une portion du territoire baptisé Togoland occidental. La proclamation a été faite le samedi dernier à Ho par Charles Komikou Georgi, alias Papa Virobetor, le leader du HSGF, devant les militants du groupe. Dans sa déclaration d'indépendance, le leader a déclaré qu'à partir du 16 novembre 2019 à minuit au dimanche 17 novembre 2019, nous sommes maintenant l'État du Togoland occidental. Le groupe a promis de faire des annonces dans les jours à venir. Entre autres raisons évoquées donc par ce groupe pour proclamer l'indépendance, c'est le manque criard d'infrastructures routières et autres dans cette partie du Ghana. Il a dit, je cite, « Un parent peut-il oublier ses enfants ? Nous ne sommes pas leurs enfants car ils nous ont oubliés. » Allusion donc au gouvernement central du Ghana. Mais sans faire plus, on voit quand même que ce groupe qui s'agite un peu depuis quelques années est plutôt sérieux dans ses revendications. Mais tu parles de quelle sérénité? Comment est-ce qu'un groupe d'hommes peut se lever 4 matins pour dire qu'ils donnent l'indépendance? C'est ce qu'ils ont fait, ils ont proclamé l'indépendance. Ils ont proclamé l'indépendance. Les jours à venir, on va savoir s'ils sont reconnus indépendants ou pas. Le gouvernement central à Dakar ne peut pas les laisser faire. Parce que ce problème court depuis 1945, 48 et 63. Mais en 2013 et 2014, il y avait un autre Togolais qui s'est levé pour proclamer la même intention sur Hollande, etc. Mais ça n'a pas marché, en ce sens que quand, dans les années 60, 58, 60, quand le président Sylvain Lupio faisait les démarches pour pouvoir rattacher le Togo britannique au Togo, Nkrumah s'est précipité pour avoir l'indépendance en 1956 et du coup tout a été bloqué. Ce qui veut dire que quel que soit Alpha Ho qui faisait partie du Togo britannique ne peut plus revenir au Togo. Ça, c'est de l'utopie. Bon. Et ce qu'il est en train de faire là... C'est vrai que sur le coup de revenir au Togo, il y a des historiens qui ont des avis divergents en disant par exemple que dans les conditions fixées, c'est qu'il y a un nombre d'années donné. Après cela, ça peut revenir au Togo. Est-ce que les autorités togolaises sont dans ce cadre? Font les démarches pour que Ho et autres reviennent dans le jeu togolais? Rien d'officiel. Moi, personnellement, je pense que le monsieur qui a proclamé l'indépendance du Togoland occidental ne fait pas plaisir. Politiquement, c'est nul. Nul le fait selon moi. Un acte nul. Oui, ça n'a pas d'effet, ça c'est sûr. Et juridiquement,
Et même politiquement, ça n'a pas d'effet. Mais symboliquement. Oui, mais c'est un symbole quand même. Vous savez, ils ne désarment pas. Hein. Plus tard que mai passé, on les ont été arrêtés. Oui. Et Papa Vikou, pas moins de 85 ans, mais ouais. qui est encore est dans cette velléité d'indépendance. Et il est suivi. Hein. Ça, ne nous voilons pas la face. Il est suivi. Et quand vous allez franchement au niveau de Togo britannique, et de Ho jusqu'à Djaska, Kedjebi, tout ça là, et vous allez sentir que les gens n'ont pas encore oublié, n'ont pas totalement oublié qu'ils appartenaient au Togo. Et lorsque ça ne va pas, et ils citent même, vous avez parlé des infrastructures qui sont délabrées, qui sont en total en état de délabrement au niveau du Togoland dont ils parlent. Et c'est vrai, quand vous prenez, vous allez maintenant, et à partir de Ho jusqu'à Hohwe, et arriver à Kedjebi, la route est vraiment dans un état catastrophique. Et le contraste aussi par rapport au Togo. Bon, il y a des fois où les gens disent qu'au Togo ça ne va pas, mais quand vous pratiquez, vous prenez de Ho, vous quittez Ho pour arriver à Hohwe et jusqu'à Kedjebi pour rentrer au Togo par la frontière de Badou-Djindji. Vous voyez qu'à partir de Ho jusqu'à la frontière du Ghana, Badou-Djindji, la route est complètement délaissée, c'est délabré. Mais à partir de la frontière Badou-Djindji jusqu'à Takwame et arriver à Lomé, la route est bien faite. Donc, vous voyez que ces contrastes aussi, et cet état de choses aussi, donne envie à ces militants, partisans du retour au pays, d'intensifier leurs actions. Et ils ne parlent pas seulement des infrastructures, ils parlent aussi au niveau politique et administratif. On dit qu'on arrive, l'État central n'arrive pas à promouvoir les cadres au niveau de Togoland. Donc pour eux, c'est comme si eux-mêmes ils reconnaissent que cette portion-là n'appartient pas au Ghana. Et ils font ils agissent comme ça. Donc franchement, moi je connais bien ces villes-là, de Ho jusqu'à Kedjebi, et je sais. Et par rapport à la population, c'est vrai, il a dit, le frère l'a dit aujourd'hui que ça paraît utopique. Et moi je le dis, ça sera très 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 difficile pour que le Togo britannique retourne au Togo. Bon, en fait, ils ne demandent pas pour le moment un rattachement au Togo, ils demandent une indépendance. Oui, mais par rapport... Et ils ne sont même pas clairs dans... Ils demandent une indépendance, mais des fois, vous les attendez parler du retour au Togo. Il vient de dire qu'un père n'oublie pas ses enfants. Donc, si vraiment ils veulent être autonomes, ils ne peuvent pas parler de père. Donc, leur père, par rapport, ou bien leur mère, c'est qui? C'est le Togo, pour eux. Donc, et quand vous prenez les gens au niveau de la frontière, de la frontière ouest du Togo, la partie ouest du Togo, et côté togolais, et vous n'allez pas, vous allez voir aussi des gens togolais qui nourrissent aussi l'envie de voir retourner et que le Togo britannique revienne la même patrie. Donc on ne sait jamais, on ne sait pas ce qui nous attend, mais ça sera très 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 difficile. Quoique moi-même, ayant des parents au niveau de, vous savez, au niveau de la préfecture de Badou, il y a carrément, la préfecture de Wawa, il y a carrément des familles qui ont été séparées. Bien sûr. Des familles, par exemple, quand vous prenez Djaska et Kadiakroum, tout ça là, il y a des Togolais qui reviennent, qui font les va-et-vient. Quand il y a des funérailles, ces trucs de mariage, tout ça là, de fêtes traditionnelles, les gens font le mouvement dans les deux sens. Donc vraiment, c'est toute une histoire et l'envie ne manque pas des deux côtés. C'est vrai que j'étais quelque part il y a quelques jours, on me montre quelqu'un qui vient du Ghana. J'ai vu juste la personne marcher, on me dit, il vient du Ghana. La frontière était juste à 2 pâtés de maison. Et aussi, ce que je voulais ajouter, cette région aussi, c'est une région très riche. Oui, c'est la région, vous savez que le Ghana, voilà, surtout le cacao. Le Ghana est le deuxième producteur mondial du cacao et c'est la zone. C'est uniquement dans cette zone-là qu'on produit le cacao. Et imaginez si ça revenait au Togo. On serait le deuxième producteur. Je pense qu'il faut vraiment prendre au sérieux la déclaration de ce monsieur. Il faut faire très attention. Vous savez, aujourd'hui, le Ghana ne fait pas exception.
Les sécessions, c'est un peu partout, même en Europe, en Espagne aujourd'hui, on parle de Barcelone. Voilà, on parle de sécession. Ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun aussi, avec l'Ambazonie, etc. C'est des déclarations qu'il faut véritablement prendre très au sérieux, parce que aujourd'hui, il y a quand même un constat qui est fait là-bas. Ils ont constaté que cette partie du Ghana a été délaissée, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que peut-être le pouvoir central ghanéen ne reconnaît pas totalement aussi cette partie, puisque le Ghana, c'est une entité. Parce qu'on porte des facteurs de développement d'une région à une autre, ça doit couvrir toutes les régions. Mais pourquoi justement cette partie a été délaissée? Et c'est ce qui se passe aussi au Cameroun avec l'Ambazonie, où on vous dit le gouvernement central de Yaoundé ne participe pas ou ne donne pas les preuves de sa volonté de faire développer le Cameroun britannique. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il faut aussi porter l'analyse un peu plus loin. Vous savez, les dernières déclarations du président ghanéen qui a manifesté la volonté ou le désir de sortir du FMI, ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. On peut tout de suite créer une rébellion pour s'opposer à sa volonté de se libérer de cette emprise occidentale. Comment pouvez-vous comprendre que c'est quelques mois après sa déclaration que cette question de cette partie du Ghana refait surface? C'est vrai qu'entre-temps, les années passées ou les années dernières, il y avait eu cela, mais ça n'a pas porté autant de velléité. Aujourd'hui, le monsieur a proclamé l'indépendance de cette partie du Ghana. Avant, c'était des réclamations qui étaient posées. Aujourd'hui, il proclame l'indépendance totale de cette partie du Ghana. Où est-ce qu'il a les moyens? Où est-ce qu'il trouve les moyens? Sur quoi il compte? Qu'est-ce qu'il a comme intention? Il faut pousser l'analyse plus loin. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il a beaucoup de soutien au sein de la population de cette partie du Ghana. Et quand il y a ces soutiens-là, il faut faire attention. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Ambazonie, au Cameroun. Lorsque vous avez des soutiens de la population, eh bien, vous avez la capacité nécessaire d'affronter le pouvoir central. Aujourd'hui, Paul Biya ne dort pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie du Cameroun qui s'oppose à sa volonté de réunification de tout le Cameroun. Et c'est ce qui risquerait de se poser aussi au niveau du Ghana. Il faut plutôt porter l'attention vers ces personnes, les écouter et faire ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il parle de père qui abandonne ses enfants, ça veut dire que le pouvoir central du Ghana est complice de cela. Le Ghana, c'est une entité. Lorsque vous développez le nord, vous pensez développer le sud, l'est et l'ouest. Mais quand vous abandonnez une région à son sort, alors que cette région symbolise aussi beaucoup de richesses, ça veut dire que, quelque part, il y a un problème qui se pose. Donc, il faut véritablement essayer de comprendre ce monsieur et aller vers des dialogues pour véritablement réunifier et apaiser tout le Ghana aujourd'hui. Ici, on est quand même dans, puisque j'allais dire de façon historique, parce que le HSGF dit que les termes de plébiscite de 1956 n'engagent plus les partis. Comme ce que je disais tout à l'heure, après un certain nombre d'années, ça devait revenir normalement à la mère patrie. Oh, je pense que... il appartient aux historiens d'éclairer ce problème parce que rien ne peut se faire sans consultation avec le gouvernement togolais. Quand il proclame l'indépendance, dans les mots indépendance, il y a plusieurs facteurs qui amènent à l'indépendance. Comme l'a dit David, il y a facteur humain et facteur matériel, facteur financier. Est-ce que toutes ces conditions sont réunies? Ce monsieur qu'on a vu tout à l'heure à l'écran, vu son âge, est-ce que ces conditions, ces conditions sont réunies pour qu'il passe d'indépendance? Ce n'est pas parce qu'il a le soutien des gens de sa localité qu'il peut proclamer l'indépendance en question. Quand David a parlé le camp d'Ambazonie, ce qui se passe au Cameroun, tout le monde le connaît. C'est différent. Mais ça a commencé aussi de manière aussi pacifique. Hein? Non. Pour le Cameroun. Non, les gens posaient de plus en plus des revendications sociales. Vous nous avez oubliés, vous ne nous regardez pas. Au Cameroun, jusqu'à ce qu'ils prennent les les gens armes. n'ont pas adhéré à l'idée de la fédération de Cameroun anglaise et du Cameroun francophone. Ce qui veut dire que ça, le fait de délaisser certaines contrées ont poussé la population à une revendication et surtout
au maniement des armes. On est dans le même schéma ici. Non, pour le moment, on n'est pas dans le même schéma. Parce que le Ghana ne peut pas se permettre. En décrivant l'état de la route uniquement, alors que c'est la partie la plus riche du Ghana. Chez monsieur Ogbedettor. D'accord. Pour le moment. La pause. Après le journal, on est de retour.